Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film minuscule La Vallée des Fourmis Perdues qui est sorti en début d'année 2014 chez nous, réalisé par Thomas S. Zabo et Hélène Giraud. J'espère que j'ai bien prononcé. Alors à la base, minuscule La Vallée des Fourmis Perdues était une mini-série en format court que j'appréciais. Je crois que si j'ai pas de bêtises, je crois que c'était sur France Télévisions, l'une des chaînes de télévision de France Télévisions, et c'était plutôt sympathique. En format court, ça fonctionnait plutôt bien. Mais malheureusement, je trouve qu'en format long, le nom l'indique, en format long, le film, le métrage est foutrement long. Alors, l'esthétisme en soi, le mélange des paysages en prise de vue réelle et les insectes qui sont en animation, je trouve que ça donne un mélange harmonieux, c'est plutôt sympathique. L'esthétisme des paysages et le dessin des insectes sont super bien faits, super bien détaillés, ça fourmille de détails. Pour des fourmis, voilà. N'écoutez pas mon jeu de mots, hein, voilà. Alors donc là-dessus, j'ai pas de reproche à lui faire. C'est mignon, c'est drôle, c'est touchant, jolie petite aventure entre cette petite coccinelle et cette bande de fourmis noires. Ils vont se lier d'amitié, etc. Ils vont être en rivalité face aux fourmis rouges. Bref, il y a un petit arc narratif et aventure et de combat plutôt sympathique. Mais malheureusement, on voit que c'est à la base un format court. Parce que je trouve que le fait de faire un long métrage, c'est lent, c'est contemplatif. Et le fait que ça soit un long métrage, ça devient super long et on s'emmerde un petit peu. Moi, j'étais fatigué et j'ai failli m'endormir à plusieurs moments. Et en plus, le fait que ça ne parle pas du tout, ça alourdit, ça déséquilibre un petit peu le rythme et j'ai eu du mal à vraiment, au bout d'un moment, j'ai vraiment décroché à plusieurs moments. Surtout qu'en plus, le combat final à la fin est interminable. Je trouve que le combat final, ça alourdit tout ce qui avait été fait au départ avec cette jolie petite aventure en road trip, une sorte de road trip dans une boîte à sucre, ouais, c'était plutôt sympathique. Mais là, à la fin, quand il y a le combat final qui dure la dernière demi-heure, là, c'était trop pour moi. Je vous déconseille de regarder ce film parce que on s'ennuie relativement. Regardez plutôt le format court en série, c'est beaucoup mieux et beaucoup mieux fait et beaucoup mieux concentré. Ciao. Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film Pop Redemption réalisé par Martin Le Gall, film sorti en 2013 que j'ai pu découvrir hier sur la chaîne de la TNT TFX. Alors c'est l'histoire de 4 potes qui sont fans de hard metal et il y a l'un de ses potes à eux qui est encore plus fan que de hard metal et qui veulent faire une dernière tournée au festival Hellfest, sauf que tout va pas se passer comme c'était prévu. Ils vont se retrouver dans une péripétie, ils vont écraser un homme sans faire exprès, et de là va s'enchaîner des péripéties. Il y a la police qui vont essayer de les rechercher, etc. Et ce film, on retrouve au casting un casting convenable avec ses 4 potes. On retrouve au casting Julien Doré, Yacine Bellous, Jonathan Cohen et Grégory Gadebois. Alors, je trouve que le concept de base est plutôt sympathique. Le concept de base, c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a quelques scènes qui sont plutôt sympathiques dans le lot. La complicité fait que on oublie facilement les défauts du film, qui est l'humour. Alors certes, il y a une jolie complicité entre eux, il y a des scènes qui sont sympathiques, qui sont rigolotes. Il y a des fois l'humour qui fonctionne un petit peu, mais malheureusement, le problème c'est que l'humour de ce film, ça décolle jamais. Je trouve que l'humour, les péripéties, je trouve que ça fait un peu du surplace. Le film fait beaucoup de surplace. L'intrigue avance pas des masses, le rythme est stagne un peu, il se passe pas vraiment grand chose, on les voit s'enchaîner dans une péripétie où ça décolle pas vraiment. Je vois ceux qui sont à la recherche de ces quatre potes, les flics, je trouve qu'ils sont pas exceptionnels. Je trouve que
L'humour, ils sont pas investis. La majorité je pense à Alexandre Astier. Je trouve qu'il a pas un rôle de ouf. Je trouve qu'il est pas ouf dans ce film. Il est vraiment très mauvais. Audrey Fleurot, elle est plutôt pas mal, mais je trouve que ce film, il fait vraiment beaucoup de surplace. Il n'y a pas de grande réelle surprise. Alors oui, certes, le make-up, les costumes sont très bien, mais sortis de là. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez couillu de parler dans une comédie populaire d'un style aussi hardcore que ça. Je trouve que pour un film grand public, c'est bien de parler de ce genre de musique. Mais après, je trouve que ça vole pas vraiment haut. Ça vole pas haut du tout, quoi. Il y a certains moments c'est sympa, mais voilà, c'est pas ouf niveau humour, je me suis un peu fait chier. Et ça décolle jamais, l'intrigue ne décolle jamais, voilà, ça fait vraiment beaucoup de surplace. Je vous déconseille de regarder le film, à part si vous êtes fan de la bande à Jonathan Cohen, voilà. Moi, j'ai moyen apprécié. Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film Destination Finale Bloodline, qui est le 6e opus de cette fameuse saga où ça joue avec la mort depuis une vingtaine d'années. Alors personnellement, moi j'ai bien aimé, je suis très content de retrouver cette saga après une quinzaine d'années sans voir un seul épisode. C'est réalisé par Zach Lipovski et Adam Bestin. Alors ce que je peux dire, c'est qu'en fait, dans cet opus, il réinvente totalement la mécanique de la mort, parce que là, le film se concentre sur une lignée de famille. À la base, il y a une scène d'action qui se déroule dans une tour dans les années 50, et ça va tomber sur la grand-mère, et après ça va tomber sur les enfants et les petits-enfants. Et moi j'ai bien aimé ce nouveau cheminement. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà la scène de la tour, je l'ai trouvé magistrale. Le twist final, la dernière scène, ça a un joli clin d'œil à Destination Finale 2, qui a eu quand même l'une des scènes les plus remarquables de cette saga. Je pense notamment à la scène du camion qui transporte du bois, donc un joli clin d'œil. Personnellement, je trouve que les effets spéciaux, ça tient la route. Peut-être un peu moyen par rapport à certains d'autres opus. Là, les effets spéciaux sont peut-être un peu moins bien faits, mais quand même, ça permet, même s'il y a plus de CGI, ça permet quand même de faire un film avec des morts encore plus graphique et encore plus what the fuck et cartoonesque. Il y a des scènes gore complètement ouf, complètement dingue. J'ai bien aimé le casting, il est très bon. Notre personnage principal, j'ai beaucoup aimé. Après, je trouve que c'est pas le meilleur casting de cette saga. Personnellement, je me suis éclaté. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on voit le personnage qui joue aussi dans Candyman, là, qu'on voit dans tout le Destination Finale. Ça, la boucle est bouclée pour ce personnage-là, parce qu'en fait, en plus, il meurt dans la vraie vie de la même maladie. Donc la boucle est bouclée dans le film et dans la vraie vie. Un clin d'œil à notre cher Tony Todd. Voilà, la boucle est bouclée pour ce personnage, que ça soit dans le film ou dans la vraie vie. En tout cas, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté chance. Il y a un gros côté chance qui est vachement bien écrit avec la pièce et tout. Vous allez voir, il y a des détails qui fourmillent dans ce film. Il y a une jolie complicité aussi entre la fille et la mère, et entre le frère et la sœur, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Bref, c'est un film que je recommande. Il y a juste une petite scène dans l'IRM là que j'ai trouvé un peu exagérée et un peu grossière, quoi. Mais sinon, j'ai vraiment kiffé. Je vous le recommande. Allez voir ce film. Il est comme ça. Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film Camping 3, réalisé par Fabien Ontignant, qui est sorti en 2016. Alors Fabien Ontignant, il a fait entre autres la trilogie Camping, mais il a aussi fait Tom est tout seul avec Florent Pagny et Jean Rochefort, que je vous recommande vivement. Il a fait aussi 3-0, et il a fait aussi All Inclusive, il a fait aussi 100% bio. Et je crois que c'est lui qui a fait Disco aussi, si je dis pas de conneries. Enfin bref, c'est un réalisateur que j'apprécie parce qu'il fait des comédies populaires qui prend pas la tête, quoi. C'est sympathique, ce genre de comédie populaire française est agréable à suivre sans prise de tête. C'est un peu les qualités de ce réalisateur. Il fait des comédies populaires pour plaire au plus grand nombre, pour plaire aux prolos. Donc c'est ce que j'apprécie grandement.
Et ce que j'aime bien, entre autres, avec ce troisième opus de Camping, c'est que c'est un épisode qui est beaucoup plus posé, avec des personnages vieillissants. Donc, je trouve qu'il y a un petit côté vieillissant des personnages. Ils se connaissent, à force de se connaître. Bon, bah, on va pas passer encore une énième fois une histoire sur chaque personnage. Il y a le personnage de, comment il s'appelle, celui à qui, je sais plus comment il s'appelle, Gatineau, voilà, celui à Gatineau, qui a perdu sa femme, donc qui a été joué par Mathilde Seigné, parce que dans le 3, il y est pas. Il y a cette arc narratif qui est plutôt sympathique. Il y a Franck Dubosc qui croit qu'il est homo et tout. Enfin bref, il y a toute des quiproquos qui est plutôt sympathique. Ce que j'aime bien aussi, c'est la relation entre Franck Dubosc et des jeunes, parce qu'il va se retrouver, malgré lui, à gérer des jeunes dans sa tente, quoi, parce que vu que c'est un camping, ils vont vivre tous ensemble dans la tente. Il y a un petit côté, je trouve, très touchant et intergénérationnel entre les jeunes et les campeurs un peu bof, quoi. Je trouve qu'il y a un côté intergénérationnel qui est plutôt bien écrit. Il y a une fin que j'ai trouvée particulièrement, c'était vraiment d'une folle tendresse. Il y a vraiment une folle tendresse, une tendresse folle à la fin du film. Franchement, ça s'enchaîne avec des scènes d'une tendresse et vachement touchante qui m'a vachement ému. Personnellement, la fin de Camping 3 m'émeut parce que je trouve que ça s'enchaîne vachement bien, c'est touchant. Il y a un petit côté philosophie de vie qui est plutôt sympathique. Après, il y a toujours les conneries des uns et des autres, des vannes à la camping, quoi. Mais je trouve que celui-là, il prend un petit peu du galon et de la maturité. Et j'ai apprécié le côté un peu plus sage de cet épisode. Bref, je vous le recommande et je vous conseille aussi de regarder la trilogie en entière parce que ça prend pas la tête. En plus, c'est estival, donc vu qu'on est arrivé à l'été, c'est idéal pour passer un bon été en compagnie du camping des Flots Bleus et de ses campeurs. Ciao! Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film Débarquement immédiat réalisé par Philippe de Chauvron, comédie sortie en 2016. On retrouve au casting Harry Habitant qui joue le commissaire, Mehdi Sadoun qui joue le sans-papier, Cyril Lecomte qui joue un petit peu le collègue de Harry Habitant, et on retrouve aussi Rim Kérissi qui est la femme de Harry Habitant, enfin le personnage incarné par Harry Habitant, enfin vous m'avez compris. Alors c'est une espèce de comédie buddy movie entre un sans-papier et un commissaire. En fait c'est l'histoire d'un sans-papier qui va se faire arrêter par un policier parce que en fait il croit que c'est quelqu'un d'autre, parce qu'en fait il a usurpé son identité. Usurpé son identité, donc en fait il se fait passer pour un Afghan, mais sauf que c'est pas un Afghan, c'est un Algérien, mais c'est quand même un sans-papier. Donc le commissaire va vouloir à tout prix le mettre dans l'avion et le débarquer dans son pays, quoi. Sauf qu'évidemment il va se passer des péripéties et tout va pas se passer comme prévu, quoi. Alors je trouve que c'est vraiment une super comédie que j'ai vue pour la seconde fois. C'est bien rythmé, il y a beaucoup d'humour, en dessous de la ceinture. Certes, il y a pas mal de clichés sur les femmes et les homosexuels. Il y en a qui vont apprécier, il y en a qui vont pas apprécier. Bref, c'est plutôt un humour assez potache et décomplexé. Personnellement, je trouve que le film il est bien rythmé. En plus, l'humour fonctionne à merveille. Le duo d'acteurs entre Mehdi Sadoun et Harry Habitant est juste parfait. Il y a Cyril Lecomte qui les accompagne. Je trouve que c'est un peu le troisième personnage de ce film. Donc en fait, ça colle parfaitement. Aux situations avec des scènes d'action qui sont plutôt sympathiques. Bref, dans ce film on passe vraiment un super moment, une espèce de road trip autour du monde jubilatoire, vraiment fun. On rit vraiment de bon cœur. Personnellement, je trouve que les péripéties, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait les péripéties s'enchaînent avec des quiproquos, etc., qui sont plutôt fun. Si vous voulez passer vraiment un petit moment sympathique, je vous recommande vivement de regarder Débarquement immédiat. En plus, je trouve il se lie d'amitié et aussi il y a un petit côté jeu du chat et de la souris entre Harry Habitant et Mehdi Sadoun il faut pas bouder son plaisir, franchement, parce que c'est vraiment un super duo, un super casting, une super comédie avec un récit simple mais efficace et vraiment avec un rythme assez effréné. Et je trouve que Rim Kérissi, c'est la femme de Harry Habitant, moi je la trouve exceptionnelle. J'adore cette actrice. Donc je vous recommande vivement cette petite comédie qui sort des sentiers battus.
moi, à chaque fois que je vois cette comédie, je passe toujours un super moment. Donc, je vous le recommande. Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film Night and Day, qui est une comédie romantique d'action sortie en 2010, réalisée par James Mangold. Alors, c'est un film avec, en personnage principal, on retrouve le duo d'enfer Tom Cruise et Cameron Diaz. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai grandement apprécié ce film. J'ai eu un grand plaisir de voir enfin un film d'action qui mélange parfaitement la romance et la comédie dans un enchaînement de scènes d'action remarquables, superbement bien faites, avec des effets spéciaux époustouflants, des courses-poursuites, en veux-tu, en voilà, c'est dynamique, c'est vitaminé, c'est survitaminé, c'est tout ce que tu... C'est un melting pot de générosité entre les scènes d'action qui s'enchaînent, mais c'est super bien fait, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a des moments de calme pour mettre en place le background entre Cameron Diaz et Tom Cruise. C'est super bien orchestré, c'est super bien mis en scène pour ne pas s'ennuyer une seule seconde. J'ai bien aimé parce que on visite différents pays, différents lieux, ça ne s'arrête jamais, c'est un enchaînement continu. Et ce qui est bien, c'est que ça ne perd pas en rythme du début à la fin. Il y a juste un moment donné, quand Tom Cruise disparaît, il y a une tout petit baisse de régime, mais en tout cas, moi, ce que j'apprécie, c'est que ça fait du bien, enfin, de voir une vraie romance au cœur d'une vraie comédie d'action. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est Tom Cruise, enfin, le personnage de Tom Cruise, il est recherché par les FBI et par des salopards, parce que, en fait, il y a son pote à lui qui a fabriqué une mini batterie qui ne se décharge jamais. Donc, évidemment, il va être courtisé de partout, il va être menacé de partout, et évidemment, elle qui se retrouve avec lui, par accident, eh ben, ils vont vivre des périples, et puis elle sera menacée pendant tout le film. Bref, c'est super, c'est généreux, je me suis éclaté, je sais pas si j'ai oublié des choses, j'ai bien aimé aussi l'humour, ça fonctionne super bien entre eux deux, il y a une vraie complicité à l'écran, des vraies têtes d'affiche, ça fait du bien de voir une vraie complicité homme-femme dans ce genre de comédie. C'est ce qui manque beaucoup au cinéma d'action romantique, d'action. On n'en voit presque plus. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, au niveau des gunfights, des fois, bon, les tirs et tout, c'est un peu approximatif. Il y a quelques facilités scénaristiques qui auraient pu être évitées, mais en tout cas, pendant plus d'une heure, je sais plus combien de temps ça dure, 1h45, je me suis régalé. C'est survitaminé. Et je me suis éclaté en tant que spectateur. C'est un pur divertissement avec une Cameron Diaz et un Tom Cruise génialissime. Voyez-le, je vous le recommande. Bonjour cher Instagram, aujourd'hui je vais vous parler du film F1, sorti le 25 juin 2025, réalisé par Joseph Kosinski, qui avait aussi réalisé quelques années en arrière Top Gun Maverick. Personnellement, je préfère F1 à Top Gun Maverick. On retrouve au casting Brad Pitt, Damson Idris et Kerry Condon. Donc Kerry Condon, c'est celle-là un peu qui fait un peu tout ce qui est la technologie des voitures, etc. Damson Idris, c'est un collègue pilote à Brad Pitt. Et ce que j'ai bien aimé au fait, c'est que ça soit une origin story. J'ai apprécié ça. J'ai beaucoup aimé aussi le développement des personnages entre Damson Idris et Brad Pitt. J'ai beaucoup aimé le passif des deux personnages. Brad Pitt, il a un passif très intéressant, très bien construit. Les développements, la rivalité entre nos deux héros sont vraiment majestueux. J'ai beaucoup aimé aussi tout le background autour de l'écurie de cette saison-là. C'est vachement passionnant à suivre. J'ai pris mon pied monstre devant ce film. Les crashs, les effets spéciaux, les courses, on était sous tension. Il y avait du suspense pendant les courses. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on prenne Lewis Hamilton pour que ça soit le plus réaliste possible. Évidemment, il y avait la bande originale de Hans Zimmer, donc ça arrange pas les choses. Ça donne un truc complètement ouf et grandiose. Certes, il y a du budget derrière, mais le budget est vachement bien maîtrisé, surtout au niveau des effets spéciaux et tout. On sait où l'argent sont passés sur les acteurs, mais ils sont aussi passés dans les effets spéciaux, dans les bagnoles, dans les crashs de bagnoles.
J'ai bien aimé aussi, le visuel, l'esthétisme. Alors certes, c'est peut-être pas un esthétisme avec une photographie à couleur chaleureuse et vive. Non, là, c'est plus un petit peu, c'est plus un esthétisme, on va dire, un peu plus grisâtre, un peu comme ce qui avait été fait dans Tom Gun Maverick. Il y a un truc un peu plus terne et tout. Personnellement, ça me dérange pas. Mais ça peut être un défaut pour certains. Sinon, je trouve qu'il y a une petite frustration à la fin du film. J'aurais préféré, pour la symbolique, que ça soit l'autre qui gagne plutôt que son coéquipier. Bon, je vais pas vous spoiler. Personnellement, j'ai kiffé, j'ai passé un super moment. C'est un bonheur de voir ce genre de film au cinéma. Je suis content de claquer mon fric dans ce genre de film parce que là, franchement, le réalisateur Joseph Kosinski nous a vendu vraiment du rêve. J'ai même aimé le 2h35, on les voit pas passer, et il y a une petite touche d'humour, c'est touchant, c'est émouvant, j'ai adoré. Allez voir F1 d'urgence si vous l'avez pas encore vu, ce film est un pur chef-d'œuvre. J'ai que ça à dire. Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film Taxi réalisé par Gérard Pérez, film français sorti en avril 98. Et oui, c'était l'année de la Coupe du Monde de foot. Au casting, on retrouve Samina Seri, Frédéric Diffenthal, Petra, donc j'ai pas le nom de l'actrice en tête, et Lily, donc jouée par Marion Cotillard. Et on retrouve aussi le commissaire Gilbert. Et j'ai pas le nom de l'acteur en tête non plus. Je l'ai pas mis sur mes fiches. Bref, c'est une comédie d'action et une saga de comédie d'action française culte du paysage cinématographique. Personnellement, c'est une saga qui a bercé mon enfance. Moi personnellement j'adore le 1, le 2 je le trouve encore meilleur, le 3 un petit baisse de régime, et le 4 c'est un petit plaisir coupable. Et le 5 avec Bentala, je le trouve plutôt sympathique. Donc revenons à nos moutons, revenons au premier opus. Personnellement, ce que je trouve qui fonctionne bien déjà, c'est le casting en lui-même. Le casting, il est exceptionnel. Ce que j'ai adoré aussi, c'est le duo Frédéric Diffenthal et Samina Seri, donc Emilien et Daniel. Le duo, il est exceptionnel, il est culte, il est dantesque. Ça match parfaitement bien. Je trouve que de la façon qu'ils racontaient chaque personnage indépendamment et même entre eux deux, je trouve que le récit de ces deux personnages, le background de ces personnages, c'est bien écrit. C'est la mise en scène autour de ces deux personnages est magnifiquement bien écrit. Et ce que je peux dire aussi, c'est que la mise en scène dans ce film, il a un scénario simple et efficace et il apporte un rythme effréné au film sans pour autant que ça soit étouffant au niveau de l'action. Il y a un mélange de comédie et d'action parfaitement exécuté et il y a un juste équilibre entre les deux. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'humour et les répliques cultes, c'est vraiment une valeur sûre dans ce film et dans cette saga. Alerte générale! Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la bande originale rap et aussi les musiques additionnelles, parce que je pense qu'il y a un peu les deux. Je trouve que ça match parfaitement bien avec les scènes d'action. Personnellement, à chaque fois que je revois Taxi ou Taxi 2, même Taxi 3, Taxi 4, je prends un grand plaisir à le revoir. Ce que je peux dire aussi, c'est que bon, c'est une petite satire gentille sur la police, donc ça se moque un peu de la police, mais ça reste bon enfant. Les gunfights sont peut-être approximatifs. Personnellement, je trouve que Taxi 2 est encore mieux que le 1. Taxi 1, pour moi, c'est 20 sur 20, mais là, c'est comme le bac. Au résultat du bac, le 2, c'est 21 sur 20. Le scénario est bien ficelé, il est simple, il est efficace, mais il est foutrement bien écrit. Et la mise en scène est efficace, comme je vous ai dit. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la relation entre Lily, donc alias jouée par Marion Cotillard, et Samina Seri, donc jouée le personnage de Daniel, et la relation entre Petra et Emilien. Je trouve que ça donne un récit supplémentaire vraiment sympathique. Je trouve que c'est vraiment à chaque fois, c'est un bonheur de revoir ce film à chaque fois. Et si vous avez jamais vu cette saga, je vous la recommande parce que c'est un pur chef-d'œuvre d'action. Bonjour cher Instagram, aujourd'hui retour à chaud sur le film Le Dîner de cons, qui est une comédie culte de 1998 réalisée par Francis Weber. On retrouve au casting Jacques Villeray, Thierry Lhermitte, Francis Huster, Daniel Prévost, Alexandra Vandermotte et Catherine Fro. Et c'est une comédie à connotation dramatique et satirique. Alors, déjà, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que le casting de cette comédie culte est dantesque. Je pense notamment à Jacques Villeray qui joue merveilleusement bien son personnage de con. On retrouve aussi Thierry Lhermitte,
qui joue le bobo parisien à la perfection. On retrouve aussi Jacques Villeray qui joue merveilleusement bien. On retrouve aussi Daniel Prévost qui joue l'inspecteur des impôts à la perfection aussi. Alexandra Vandermotte, elle a un petit rôle mais elle joue très bien aussi. Et Catherine Fro, elle a toujours des rôles complètement folles. Elle joue toujours la folle dans pas mal de ses rôles. Enfin bref, le casting est dantesque et la mise en scène, le récit autour de ces personnages est superbement bien écrit, bien interprété surtout. L'acting est vraiment parfait. Il y a un côté très théâtreux qui en ressort de ce film, qui est majestueux. Il y a des répliques cultes, il y a des réparties à tomber. Il y a des quiproquos aussi parce que oui, Jacques Villeray passe pour le con du film. Mais il y a le con gentil, mais il y a aussi le con méchant. Et c'est Thierry Lhermitte et le con méchant dans cette histoire. Bref, j'adore ce côté satirique du con, qu'il soit gentil ou méchant. On peut être con parce qu'on peut être bête, mais on peut être con parce qu'on peut être méchant envers les autres. Il y a toute une satire très très habile, rondement menée, rondement bien écrit, qui colle parfaitement à toute l'atmosphère de ce film. Et ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est évidemment la bande originale de Georges Brassens, même si c'est plutôt une musique additionnelle parce que il était déjà mort quand le film est sorti. Enfin bref, c'est une comédie culte à voir et à revoir. On ne s'en lasse jamais. En plus, ce que j'aime bien, c'est que le côté théâtreux, donc on filme cet appartement, ce côté huis clos est vraiment exceptionnel et on suit les péripéties de ce pauvre Thierry Lhermitte, accompagné de son con, Jacques Villeray, qui incarne François Pignon. Bref, cette comédie est à voir et à revoir. Et, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'en lasser parce que c'est tellement bien fait qu'on peut le revoir 20 fois. Jamais ça va nous saouler, quoi. Donc, je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Bonjour, cher Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un magnifique film d'animation japonais des studios Ghibli. Il s'agit de Arrietty, le petit monde des chapardeurs, sorti en 2011, réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Pas facile à dire. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai été atteint émotionnellement devant ce film d'animation japonais qui m'a touché vraiment en plein cœur. J'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois dans le film. C'est peut-être, je sais pas si c'est mon film d'animation préféré, il faudrait vraiment que je prenne du recul pour vous répondre. Mais en tout cas, niveau esthétisme, je crois que c'est peut-être le film d'animation qui m'a le plus touché en l'espace de 37 ans. Oui, je vous balance mon âge. Et franchement, honnêtement, il m'a touché en plein cœur, que ça soit au niveau de l'esthétisme. L'animation est juste sublime, la texture des dessins, la colorimétrie des dessins, les jeux de lumière pour refléter les décors, les paysages, les moindres détails de ce qu'il y a dans le jardin, ce qu'il y a dans le côté miniature aussi, les échelles de plan entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, le récit entre ce petit garçon malade et cette petite fille miniature et ses parents, et tout est vraiment magnifique. La mise en scène est sublime, même le danger. On voit à l'échelle de nos petits personnages, qui est Arrietty et ses parents. On voit la menace. La menace est super bien faite. Il y a un léger soupçon d'humour, mais il y a aussi beaucoup d'émotion. Bref, c'est un petit bonheur, un petit bonbon, ce film d'animation. Personnellement, en plus de ça, j'ai beaucoup aimé la bande originale, la version française de Adeline Chetaille, je crois, qui est une Bretonne et qui fait une animation, enfin plutôt qui fait une musique, une bande originale formidable qui correspond parfaitement aux scènes d'action, quand il y a du danger, quand c'est plutôt émotionnel, enfin bref. L'histoire, c'est l'histoire de Arrietty et ses parents qui sont miniatures et ils vont devoir chaparder des choses dans la maison des grandes personnes, enfin des personnes adultes, des personnes grandes comme moi, quoi, dans la maison pour chaparder des choses pour pouvoir survivre. Il y a une relation entre le petit garçon malade et la petite fille
Vous allez avoir les larmes aux yeux. Je peux vous garantir que ce chef-d'œuvre d'animation japonais et il y a juste une petite frustration finale à la fin, mais sinon, vous allez voir, ce film va vous toucher en plein cœur. Et rien que d'y penser, j'ai limite la chair de poule. Allez, je vous le recommande.